Madame Sonia Otmani-Metidji pour nous parler de son parcours. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie déjà d'être là en salle André Marchal parce que c'est une salle que j'ai connue il y a 20 ans en arrière, donc c'est voilà, petite Madeleine de Proust avec plein de souvenirs qui remontent. Donc effectivement, moi je suis Sonia Otmani-Metidji, j'ai fraîchement 40 ans et je suis non-voyante depuis l'âge de 20 ans. Et je suis en parallèle de tout ça, même en plus de tout ça, responsable du pôle santé et inclusion au sein de Edenred France, qui est une entreprise qu'on ne connaît pas forcément sous ce nom-là, mais qu'on connaît quand on parle de nos services et solutions, qui est l'inventeur du ticket restaurant, entre autres. Voilà. La question que je voudrais vous poser pour débuter cet entretien, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours scolaire? Et j'aimerais savoir... Deux questions en une, c'est mon côté journalistique. Si vous avez rencontré des embûches durant cette période? Ouais. Alors mon parcours scolaire, alors effectivement, comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans et je l'ai perdu donc brutalement sans forcément, enfin même sans pas avoir de problème entre guillemets de santé visuelle en amont. Donc j'ai eu une scolarité assez classique, sans institut des jeunes aveugles et sans problème de vue. Et quand j'ai atterri à l'INJA à mes 20 ans, quand j'ai perdu la vue, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir les compétences en lien avec notamment tout ce qui est lié à l'informatique, la synthèse vocale et le braille. Et j'ai passé mon bac ensuite, pendant ce même temps, en candidate libre pour pouvoir rebondir assez facilement. Les embûches que j'ai pu rencontrer, je les ai rencontrées plus à la suite, en sortant de l'INJA, au bout d'un an, lors de mes études d'histoire, que j'ai fait par passion et pas par conviction professionnelle, mais où je me suis régalée et où je me suis frottée un petit peu au monde des étudiants et du corps professoral qui ne connaissaient pas du tout le monde de la déficience visuelle et du handicap. Et j'avais souvent la pression, en fait, d'être avec des non-voyants qui parlaient qu'entre eux et qui ne me voyaient pas moi alors que c'était moi qui ne voyais pas. Donc ça a été un petit peu difficile au début, de se réadapter aussi et d'avoir un accompagnement. Alors j'ai été superbement bien accompagnée par la mission handicap de Paris 7 à l'époque, avec cet aménagement. J'avais aussi ce bagage de scolarité dite classique, donc j'avais un bagage qui était quand même assez important et surtout j'avais en tête un projet professionnel. Alors tout à l'heure je vous disais que j'ai fait des études d'histoire plus par coquetterie et par passion de l'histoire, mais j'avais en tête un petit peu ce que je voulais faire ensuite, et c'est pour ça qu'après mon Master 2 en histoire, spécialisé dans les droits de l'homme, je suis plus allée vers la fonction publique, justement. J'ai préparé les IRA à Paris 2 Assas. Désolée s'il y a encore des gens de la fonction publique là, mais du coup j'ai fait cette prépa qui était passionnante, mais j'ai bien senti pour le coup que ça bougeait pas assez vite, pour moi en tout cas. Et à la suite de ça, j'ai préparé les concours pour rentrer dans une école de commerce qui s'appelle l'IGS, pour me préparer à poste de responsable de la gestion des ressources humaines en alternance. Et pour répondre à la deuxième question qui était dedans, j'ai eu des problématiques au niveau de mes études, mais mon ambition était tellement d'arriver au point B, qui était une réussite professionnelle, un métier qui me plaît, que finalement j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que j'en fasse un problème et que je parle de ma situation de manière positive, en mettant constamment en avant ce que je pouvais apporter à l'entreprise, sans arriver en disant il y a aussi ça à penser. Je le mettais toujours de côté et j'arrivais toujours avec des solutions. Donc ça a été difficile, mais pas insurmontable. D'accord, donc vous n'avez pas trop subi la discrimination et la stigmatisation dans votre cadre professionnel? Professionnel, non, pas du tout. C'était plus scolaire? Plus scolaire, dans le sens où c'était difficile, et puis de perdre la vue aussi. Donc il y avait aussi un double jeu d'acceptation là-dessus par rapport aux autres. Bien sûr, donc c'était compliqué psychologiquement, il y avait beaucoup de choses. Et par rapport à l'interaction avec l'autre, en fait. Voilà. Plus que moi j'étais convaincue, et c'est les 20 ans, je pense, qui font ça, j'étais convaincue que je pouvais y arriver, et j'étais surtout convaincue qu'on avait tous des stéréotypes, et moi-même, quand j'ai perdu la vue, j'en avais un paquet sur le monde du handicap que je ne côtoyais pas. Donc j'avais aussi cette compréhension de l'autre dans sa manière de me percevoir. Et en ayant cette compréhension de l'autre dans la manière de me percevoir, j'expliquais, j'essayais d'être pédagogue, mais je comprenais.
sans cautionner, mais je comprenais. Et du coup, j'arrivais à m'adapter. Et mon objectif premier était mon plan B, à savoir arriver à mon projet professionnel final. Une sacrée détermination et une pugnacité. Vous avez une carte de visite impactante. Si vous aviez un message à envoyer à la jeunesse, aux étudiants, ainsi qu'aux personnes en recherche d'emploi dans notre situation, c'est-à-dire déficients visuels, quel serait-il ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de recrutement en plus avant d'être à ce poste-là. Et c'est vrai que, alors, pour des candidats en situation de handicap, mais pas que, hein, au sens large du terme. Et moi, ce serait de dire, on sait qu'on a tous des envies, on a tous un fameux plan B, et on va peut-être pas tous y arriver en allant tout droit, mais et notamment quand on est déficient visuel, on va forcément prendre des détours. Mais c'est pas grave, et moi c'est ce que je dis à chaque fois, cet atypisme qui est la situation de handicap, cette différence, ces besoins spécifiques font que derrière, malgré tout, on a des compétences autres qu'on a nativement en fait, et qu'on peut mettre à disposition, entre guillemets, de notre futur employeur, comme l'adaptabilité, l'agilité, enfin tout un tas de choses aujourd'hui qui sont assez... qu'on voit beaucoup aussi dans les offres d'emploi et de manière plus globale. Ça, c'est des choses qu'on a nous parce que c'est notre quotidien d'être agile. S'adapter, c'est notre quotidien. Et c'est plus ça que je mettrais moi en avant en tant que personne à la recherche d'un emploi déficiente visuelle et pas en tant que personne déficiente visuelle à la recherche d'un emploi. Avant tout, rappelez-vous que vous êtes des candidats avec une spécificité qu'il va falloir, entre guillemets, pas expliquer, mais en tout cas rassurer l'employeur derrière en lui disant que vous, de toute façon, vous savez comment gérer cette situation et vous savez ce dont vous avez besoin, sans parler forcément de votre déficience visuelle comme étant un frein. Et c'est souvent ce qu'on voit quand on a des candidats en situation de handicap, où ils se présentent à l'employeur en mettant cette carte-là en avant, sans doute pour se rassurer aussi et pour avoir le sentiment d'être accepté dans son tout. Mais pour l'employeur, lui, il a besoin d'être rassuré parce qu'il ne connaît pas toutes les situations. Et son ambition, lui, c'est de recruter et d'avoir quelqu'un de compétent en face. Donc l'ambition, quand on est candidat, c'est d'être candidat avec cette spécificité qu'est la déficience visuelle, mais avant tout de se présenter en tant que candidat avec des compétences à offrir. Et ma dernière question, avant de passer le micro au public, parce qu'il y aura une interaction lors de cet entretien, est-ce que vous avez la sensation de casser les codes auprès de vos collègues valides? Parce que c'est important, la sensibilisation. On sait qu'on est doublement plus productif en tant que personne en situation de handicap, car rien n'est un acquis et certainement pas une activité, et encore plus une activité passionnante. Est-ce que vous avez des retours de leur part concernant votre profil, votre parcours atypique pour le coup? Alors oui, j'ai des retours et moi mon ambition au sein d'Edenred France aujourd'hui, c'est de porter les sujets en lien avec la santé et l'inclusion au sens large. Les retours que je peux avoir et des petites anecdotes que j'ai pu avoir avec mes collègues et notamment ma DRH, qui n'est plus DRH donc je peux dire ce que je veux, non je ne dirai rien, non mais qui avait justement ce côté plutôt très bienveillant mais qui me freinait un petit peu et surtout très normé, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, il y a des outils, il y a des méthodos, il y a les fameux PowerPoint, l'outil par excellence des voyants. Et en fait, j'avais expliqué et j'avais formé tous les collaborateurs et notamment tous les commerciaux à savoir parler à nos clients de ce qu'est la notion de handicap, une formation qui durait une journée et j'avais fait le pari de ne pas prendre de PowerPoint parce que d'une, ça me freinait et de deux, pour moi, il n'y avait pas de plus-value parce que je connaissais et je savais ce que j'allais dire. Et c'était très difficile pour elle, et du coup elle m'avait forcé à faire un PowerPoint parce qu'elle était comme ça. Mais surtout elle m'avait titillé sur un point qui était hyper intéressant, c'était de me dire la charte que tu as pris est la charte de l'année dernière et du coup c'est du rouge au lieu du orange. Et du coup ça m'avait fait sourire parce que le rouge et l'orange on m'était passé complètement au-dessus. Et ce que je lui avais répondu c'est mais oui mais est-ce que le fond est pertinent? Et du coup elle s'était arrêtée, elle s'était posée, et elle m'avait dit mais en fait t'as raison, on s'en fout de la forme. Et là je me suis dit mais youpi on s'en fout de la forme et l'intérêt c'est le fond et la manière dont on l'amène à l'autre tant que la compréhension est derrière. Encore une fois je parlais d'atypisme, on est tous très normés et on va vers cette fameuse norme, on nous dit d'être dans la diversité, d'aller vers l'autre, mais on a chacun à pas à faire vers l'autre pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et l'exemple du PowerPoint c'est un peu ça, c'est de se dire ta méthode à toi, tu as besoin et peut-être pour te rassurer en tant que voyant d'avoir ce visuel. Moi, il me perturbe, faisons différemment et regardons derrière ce que ça apporte aux autres et surtout si le message est passé.
Et au final, le message est passé, sachant qu'à la fin, je ne passais même plus le PowerPoint du tout. Et ben, les gens étaient obligés de m'écouter, et sinon je lançais des gommes au cas où. Donc voilà, non mais voilà, travailler différemment, c'est pas grave. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter en interne. La finalité, c'est le point B. C'était mon avant-dernière question. Désolée, fake news de ma part. Ma véritable dernière question, si vous deviez choisir un point de fierté, je sais que c'est compliqué, la plupart d'entre vous, d'entre nous, sont des personnes assez humbles par rapport au parcours de vie que nous avons tous. Dans l'entreprise, vraiment, la fierté que vous en retirez actuellement? Alors, dans ma vie, c'est mes enfants. Je me dis, s'ils écoutent ça un jour, au moins, ils sauront que c'est eux. Ça, c'est beau, mais c'est sur le plan personnel. Mais d'un point de vue professionnel, eh ben, c'est pas pour faire de la pub, mais comme je le disais, moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Edenred France, à des postes différents de RH, et donc là, sur ce poste-là actuellement. Et en fait, j'avais un échange il y a quelques années en arrière avec un commercial et quelqu'un qui travaille surtout le déploiement de notre carte ticket restaurant, parce qu'on a une carte maintenant en digital. Et j'échangeais avec lui sur l'accessibilité de nos solutions en lui indiquant qu'effectivement, c'était un peu dommage de travailler sur ce sujet en interne et de ne pas avoir cette vision sur nos services. Et en fait, ma plus grande fierté professionnelle, c'est le fait que depuis novembre, on est la première et la seule carte de paiement ticket restaurant à avoir mis du braille avec un R en braille pour que les personnes puissent la reconnaître, tant les personnes déficientes visuelles que le commun des mortels, parce qu'on a tous 17 millions de cartes dans nos portefeuilles et que c'est un axe différenciant pour cette carte-là, et qu'on travaille à l'accessibilité de nos solutions avec ce regard justement sur on vend des services, on travaille sur l'inclusion en interne, et notre objectif, c'est de travailler sur l'inclusion aussi pour les utilisateurs de nos solutions. Et c'est ma plus grande fierté parce que c'est ce que j'ai soufflé à l'oreille de ce directeur il y a 5 ans et que c'est sorti au mois de novembre. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, madame. L'un d'entre vous aurait une question à poser à madame? Anaïs Ledréau, et je voulais savoir si vous pouviez résumer en clair votre parcours, parce que c'est pas tout à fait clair pour moi. Mon parcours professionnel? Oui. Qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle aussi, votre métier également? Qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, je reprends depuis mes 20 ans. Nous n'avons qu'un quart d'heure. Si D'accord. Ok. Alors, je suis née Non, d'accord. Donc, non, j'ai passé mon bac à l'ENJA. J'ai suivi ensuite à l'université un Master 2 en Histoire. Ensuite, j'ai fait une prépa d'1 an à Paris 2 Assas pour préparer les IRA, qui sont les concours de la haute fonction publique. Suite à ça, ça m'a pas plu, enfin j'adore les études, mais je sentais bien que c'était pas pour moi. Et en fait, après, j'ai passé un concours pour entrer dans une école de commerce qui s'appelle l'IGS, qui prépare au poste de responsable de la fonction publique, de la fonction publique, n'importe quoi, de responsable des ressources humaines dans le secteur privé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 2 ans chez Bosch à travailler sur les sujets d'inclusion au sens large. Et j'ai rejoint quelques temps après mon alternance l'entreprise donc Edenred, où j'ai commencé sur des postes RH classiques, notamment sur tous les sujets de recrutement, de formation au sens large. Et depuis maintenant 2 ans, je suis en charge du pôle santé et inclusion au sein d'Edenred France. Et donc sur ce poste-là, j'ai une équipe de 3 collaborateurs. Alors on travaille sur tous les sujets de santé, de plan de prévention, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup challengés sur ces sujets-là en interne, à monter en compétence les collaborateurs sur ces sujets de prévention, sur tous ces plans de bien-être, m'assurer aussi que les choses sont bien mises en place avec le médecin du travail, donc j'ai cette grosse partie-là. Et en parallèle, déployer un plan d'action annuel, on va dire, mais bon, en lien avec tous les sujets d'inclusion. Donc je sensibilise à la notion de handicap, mais aussi sur les sujets de femmes et hommes, et tous ces sujets en lien, voilà. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires sur l'insertion professionnelle. On fait beaucoup de formations pour nos collaborateurs aussi, pour essayer de casser tous les biais inconscients qui peuvent exister. Et en parallèle, on vend des solutions, en fait, Edenred France, en plus du ticket restaurant, et notamment le chèque emploi-service universel. Et donc moi, je travaille beaucoup aussi avec les commerciaux, parce que c'est une solution qui peut être un levier pour pallier à la fatigabilité des collaborateurs en situation de handicap. Donc je travaille avec eux et je les monte en compétences pour savoir parler du handicap
à nos clients, et c'est une manière un peu biaisée de les sensibiliser à ce qu'est le handicap, de manière générale. Donc ouais, il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'événementiel, beaucoup d'accompagnement de collaborateurs, beaucoup de partage partenarial, c'est pas français, de partage avec les partenaires. C'est pas grave, on vous comprend très bien. Voilà, mais j'ai commencé sur une formation RH pure. Voilà, sauf la paye parce que c'est horrible. Je m'appelle Marie-Françoise Ray. Par rapport à une candidature de personnes en situation de handicap, selon vous, faut-il, oui ou non, noter sur le CV le handicap ? Moi, je trouve que ça dépend de la personne, comment elle le vit, comment elle l'accepte, comment elle a envie d'en parler aussi. Moi, personnellement, je ne le mets pas, mais par plaisir un peu pervers, parce que j'aime bien sentir la gêne au moment de l'entretien, quand j'arrive, mais parce que j'ai préparé. Et je sais très bien comment je vais rebondir par rapport à cette gêne. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à des candidats qui venaient à mon stand. Le mettre ou pas le mettre, il faut juste être prêt à la réaction de l'autre en face. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y en a qui le mettent parce que ça les rassure et que ça ancre un peu les choses. Moi, je ne le mets pas parce que vraiment, quand je candidate pour ce que je suis et je suis sûre de ce que je vaux. Alors, ça peut paraître très prétentieux et manquer d'humilité. Et très masculin. Mais quand on part en entretien, on part au combat et on doit déjà arriver dans cet état d'esprit-là. Et moi, c'est pour ça que je ne mets pas. Après, le mettre, c'est bien, mais sans en faire des caisses au moment de l'entretien. Amener ça comme j'ai ça, je l'ai écrit, j'ai ces besoins spécifiques, next, on passe à l'entretien sans rentrer dans le reste. C'est vraiment au choix de chacun, mais il faut se préparer aux deux cas. Voilà, donc ça veut dire aussi que vous avez vraiment exploré le poste pour lequel vous présentez une candidature pour être certaine que vous serez en mesure de le tenir, quoi. Oui, clairement. De toute façon, ça reste un candidat classique qui doit pouvoir répondre à toutes les cases. Et de l'accessibilité, encore une fois, il y a des choses qui peuvent être rendues accessibles, d'autres non. Il y a des choses aussi qui peuvent... moi, je sais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas accessibles et on a modifié aussi les choses parce qu'en entretien, c'est bien passé. Moi, je suis allée jusqu'à demander à mon mari de traîner devant l'entrée de l'entreprise pour vérifier le dress code. Mais tout ça, c'est des codes pour préparer un entretien aussi. Et de ne pas se positionner que comme une personne déficiente visuelle avec des besoins spécifiques, mais vraiment venir en mode guerrier parce que je suis capable de faire ce poste-là. Et quelque part, c'est le message qu'on envoie à l'employeur et ça fait moins peur pour lui aussi derrière. Merci Sonia. Vous avez quelque chose à rajouter, Sonia ? Non, enfin, une toute petite chose. Merci à vous tous d'être venus. J'espère que ce forum se fera encore pendant de longues années. Et j'espère que surtout qu'on va arrêter de tous se percevoir comme des personnes différentes. Enfin, en tout cas, voir la déficience visuelle et le handicap comme une tare, mais plus le vivre avec le versant, je dirais, positif. Personne, en étant handicapé, a voulu l'être et aurait souhaité l'être. Maintenant, c'est le cas. Et comment on fait pour sortir des choses positives de tout ça, des compétences, une posture, une rencontre vers l'autre, sans se cacher, alors, avec plein de guillemets, derrière cette différence pour ne pas envisager les choses et la vie. Voilà. Merci d'avoir été ma première grand témoin. Je vous laisse aller déjeuner. On se retrouve à 14h pour la suite des débats, des témoignages. J'aurai le plaisir d'interviewer ma consoeur, une fois n'est pas coutume, Laetitia Bernard, qui travaille à Radio France. Et les tours de table, évidemment, continueront par la suite. À tout à l'heure.